Quand j'ai levé les yeux au miroir après m'être lavé les mains, j'ai vu ses yeux rouges et je sais qu'à ce moment-là, je ne me verrai plus. Je ne verrai plus Céleste dans les reflets, dans les miroirs, qu'il serait là. Et en effet, il est resté là. Je me suis rendu compte que jusqu'à présent, je leur donnais plus vie à eux que moi je ne donnais de vie à moi. Je me suis rendu compte que j'étais l'ombre d'eux, qu'en les nommant et en leur donnant autant de place dans ma vie, je disparaissais moi de ma propre vie. J'ai donc fait le choix d'être la médiatrice Santé Père et surtout d'être Céleste, qui est capable de vivre seule. Vous vous apprêtez à écouter un épisode de l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie et le handicap. Je m'appelle Julieta, j'ai 32 ans et je vis avec une sclérose en plaques. Interviewer des personnes avec une maladie ou un handicap a fait partie de mon parcours pour construire mon nouveau rapport au monde. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une de ces discussions en espérant qu'elle vous sera utile. Bonne écoute. Bonjour Céleste, je voulais commencer cette 3e saison de l'Anomalie avec toi parce que j'ai été très touchée par notre échange. Et je crois que c'était réciproque. J'ai été touchée à la fois par ta sensibilité, par ta relation avec le dictateur dont on va parler durant cet épisode. Notre première rencontre était en visio et elle a commencé par une question qui était un peu rhétorique de ma part. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu me contactais. J'étais un peu fatiguée et j'avais pas trop d'attente sur la réponse. Et j'ai été désarçonnée puisque tu m'as dit que c'était pour dire au revoir au dictateur. Et tu as ajouté cette phrase: il a vécu pendant 20 ans avec moi. Quand il est parti, ça a été un vide immense. Personne ne le connaissait et je voulais lui dire au revoir. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a beaucoup émue, à la fois que tu me fasses confiance pour dire au revoir au dictateur, pour l'évoquer aussi, puisqu'on va toucher à la sphère du trouble psy. Et puis j'ai trouvé ça très beau que ce soit quelqu'un qui compte autant pour toi et que personne ne l'ait connu. Donc je suis contente de faire ce chemin avec toi. C'est avec beaucoup d'émotion et de déférence que je te propose de commencer cet entretien si ça te va. Ça me va parfaitement. J'espère être à la hauteur. J'ai pas de doute. La première question qui est très classique et que tu connais déjà: comment est-ce que tu pourrais te décrire, Céleste, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui t'écoutent aujourd'hui? Alors, je dirais que je suis une femme de 32 ans qui n'a pas vu sa vingtaine, on va dire, n'a pas vécu ce que beaucoup de personnes ont pu avoir la chance de vivre. Même si j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, hein, on en parlera peut-être, mais quoi qu'il en soit, mes 20 ans ont été un échange entre l'hôpital et la société, la réalité des autres. On va dire que ça a été un long chemin. J'ai été diagnostiquée à 20 ans du trouble schizophrène paranoïde. Mais j'étais déjà malade à l'âge de 9 ans, mais ça on en parlera de toute façon. Simplement, on m'a diagnostiqué qu'à 20 ans. Je dirais que maintenant je suis quelqu'un qui, depuis la dernière dernière tentative de suicide, a compris que de toute façon, quoi qu'il arrivait, il y avait un côté un peu immortel en moi qui n'arrivait pas à mourir. J'avais vraiment réussi mon coup. La preuve, là, vous m'entendez, et donc ça veut dire que j'ai pas réussi mon coup parce que, en effet, le cœur est reparti. Et quand je me suis réveillée après donc 5 jours de coma, ma première action a été de me mettre à dessiner. Et ça a été ça qui m'a permis de me rétablir au fur et à mesure, d'être maintenant donc Céleste, femme de 32 ans stable malgré son trouble, qui, avec des médicaments et avec ses propres techniques pour s'en sortir tous les jours, entre autres le dessin et aussi le fait de faire le métier de médiatrice Santé Père, qui est donc vraiment de la pérédance, accompagner les autres pour leur rétablissement, mais les accompagner, non pas les guérir. Voilà, j'espère que je me suis assez bien présentée et que c'est pas... Voilà. Oui, je pense que c'était une belle présentation. D'accord, très longue. Non, pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était très beau le fait que tu sois immortelle. Ah oui. Moi, dans mes questions, je fais commencer l'histoire à tes 9 ans, mais peut-être que tu veux la faire commencer avant. On peut commencer par les 9 ans, parce que de toute façon, je pense qu'on retournera dans le passé plus tard. Parfait. On commence avec tes 9 ans et donc c'est l'apparition du dictateur que je vais te laisser décrire. Moi, ce que tu m'as transmis de cette période, c'est que tu avais une enfance que tu décris comme compliquée. Un jour, tu te disputes avec une amie et lorsque tu rentres chez toi, tu découvres le dictateur dans le miroir. Est-ce que tu peux développer tout ça
avec les points qui te semblent importants. Tout à fait. En fait, à l'âge de 9 ans, déjà que j'étais une enfant un peu bizarre au vu de l'environnement familial dans lequel je grandissais. Clairement, à 9 ans, j'étais étrange. Il y avait des choses qui tournaient déjà pas très rond. Et en fait, je pense que les enfants autour de moi ont senti cette fragilité-là. Et comme beaucoup de personnes l'ont vécu, eh bien, les enfants parfois sont cruels entre eux. Mais le pire a été que il y a eu aussi le maître de CM1, du coup, qui a été lui aussi persécuteur en plus, à ne pas valoriser quand je réussissais quelque chose, à toujours penser que j'étais en train de copier sur la copie de ma voisine. Donc vraiment un environnement où j'étais très seule. Ma mère venait à peine de rencontrer un homme qui avait un caractère plutôt dur et qui, franchement, ne m'appréciait pas des masses, on peut dire ça comme ça. Ma mère était complètement tournée vers lui, obnubilée, à mes yeux en tout cas. Ça, c'est ma version, mais en tout cas, je ne la sentais pas présente auprès de moi. Et donc, dans cette grande solitude, un jour, il y a cette meilleur ennemi, on va dire ça comme ça, qui me tire les cheveux, tout ça, et je lui donne un coup de pied. Le maître me punit, me met à l'arrière, me met au coin ensuite quand on rentre dans la classe. Et le soir, en effet, je rentre à la maison. Je ne dis rien parce que j'étais une enfant qui ne disait rien, clairement. Et ça sera développé encore plus tard. Mais vraiment, je n'ai rien dit. Je suis allée aux toilettes. Aux toilettes, il y avait le miroir. Quand je me suis lavé les mains, j'ai levé les yeux. Et là, il y avait cette figure. Dictateur, je ne l'ai pas nommé tout de suite. Ça a été qu'au fur et à mesure du temps. Et en effet, il avait quelque chose de limite. Ce qui pourrait se rapprocher le plus, c'est un ami imaginaire. Parce qu'en fait, ce que je voyais en face de moi, c'était, certes, peut-être une ressemblance avec l'enfant que j'étais à ce moment-là, et qui, après, avec les années, a évolué. Mais Juliette peut elle-même prouver que j'ai les yeux verts ou jaunes, peut-être. Mais dans le miroir, ils étaient rouges. Et en effet, quand j'ai levé les yeux au miroir après m'être lavé les mains, j'ai vu ces yeux rouges. Et je sais qu'à ce moment-là, je ne me verrai plus. Je ne verrai plus Céleste dans les reflets, dans les miroirs, dans tout ça, qu'il serait là. Et en effet, il est resté là. À ton avis, pourquoi est-ce que le dictateur a occupé une place aussi grande dans ta vie à ce moment-là? Donc, tu as décrit un contexte qui était difficile, celui où tu te sentais très seule. Ce que j'ai retenu de notre échange, c'est que quelque part, alors je ne sais pas si le terme de béquille est adapté, mais c'était une présence qui t'accompagnait en fait et qui, quelque part, comblait un certain vide que tu avais dans ta vie. Tout à fait. Je dirais même que en fait, le dictateur était le seul ami que j'avais. C'était mon seul allié. Mon père était un être qui était néfaste et toxique. Ma mère absente, ne regardant pas sa fille qui se tapait la tête contre les murs en pensant que c'était normal en soi parce que finalement, elle était un peu passée par là quand elle était petite et que, voilà. Certes, on m'avait trouvé bizarre depuis longtemps, mais j'ai deux parents artistes. Et les deux parents artistes, quand ils voient leur gamin un peu bizarre, ils se disent « c'est une future artiste, c'est tout ». Et ma grande sœur, à ce moment-là, était en pleine adolescence et donc ne voulait pas traîner avec moi ou quoi que ce soit. Le dictateur, lui, je savais que je pouvais compter sur lui. Et c'était ma seule référence. C'était lui que j'écoutais, c'était avec lui que je pouvais parler. Je discutais avec lui. J'avais un réel échange et il m'a fait promettre de ne pas parler de lui à quiconque. Personne ne devait être au courant qu'il existait. Il m'avait dit, si tu dis que j'existe, je disparais. Et ça, pour une gamine de 9 ans, on ne peut pas lâcher quelque chose qui nous sauve. Moi, il m'a sauvée. Pendant plusieurs années, il a été un soutien incroyable. Et il l'a été en quelque sorte aussi par la suite. Mais ça, on en parlera, je pense. Mais sincèrement, j'avais besoin de lui. Et donc, j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Et en effet, j'ai fait tout pour lui. Et c'était quoi votre relation avec le dictateur? Parce qu'il s'appelait pas encore dictateur à cette époque. Comment il interagissait avec toi et qu'est-ce qu'il pouvait te demander de faire aussi?
Je l'ai appelé dictateur que quand j'ai été hospitalisée. Donc c'est que à partir de là qu'on m'a demandé en quelque sorte de donner un nom d'une manière ou d'une autre. Avant d'être arrivée en psychiatrie, je ne le nommais pas. Je me disais, je vais voir mon ami, je vais demander conseil. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, je pouvais tourner la tête, voir un reflet de ce qui semblait être mon corps, et je le voyais lui. Et d'un coup, tranquille, enfin le cœur apaisé, pas seul, tout va bien. J'allais vers le miroir de la salle de bain à chaque fois. Je me fermais à l'intérieur et je discutais avec lui. Si quelqu'un avait daigné écouter à la porte ou avait fait un peu plus attention à comment je pouvais me comporter à certains moments, ils auraient vu le poteau rose. Parce qu'une gamine, ou même une jeune adolescente, parce qu'après, il a continué à être là avec moi, comme tu as dit tout à l'heure, pendant 20 ans, il a été avec moi. Et donc, du coup, tout le monde... Enfin, il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait entendu parler dans le vide. Mais j'entendais sa voix rassurante, mais surtout grave, très grave, mais chaleureuse. Il y avait quelque chose de chaleureux et surtout de, plus tard, je dirais manipulateur. Ça s'est vraiment créé comme ça. Et en fait, justement, au tout début, il était hyper bienveillant. Il me disait, je sens que ça va pas, parle-moi. Tiens, tu devrais faire ça pour pouvoir te débarrasser je sais pas, il y avait des choses un peu absurdes comme ça. Il y a eu une fois où il m'a demandé de voler le jouet d'une amie à moi. Il m'avait dit, vole ce jouet et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et c'était des actions comme ça assez absurdes parfois qu'il me demandait de faire. Au tout départ, c'était juste une discussion innocente. Plus les années passées, ça devenait des demandes d'action plutôt étranges. Voler le jouet à une amie, je vois pas quel intérêt il y avait. Qu'est-ce que j'ai gagné en fait dans toute cette histoire. Moi, je voulais pas ce jouet, mais il m'avait dit ça va s'arranger si tu voles ce jouet. Donc, ok, aveugle totalement, prête à écouter n'importe quoi de sa part, jusqu'au point où, à mes 12 ans, il me dit maintenant, tu prends le rasoir et tu te coupes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le rasoir et je me suis coupée. Parce que j'étais en larmes devant le miroir et il m'a dit j'ai que cette solution à t'offrir. C'est la meilleure que tu puisses avoir. Et en effet, il m'a donné accès à une drogue horrible. Sincèrement, j'ai presque tendance à dire que ça a un côté héroïnomane, limite, la scarification pour moi. Parce que vraiment, entre le moment où la lame se pose, il y a le coupé et il y a cet infime moment, mais minuscule, d'un quart de seconde où je disparaissais. Et puis là, d'un coup, il y avait la douleur qui arrivait, et donc le corps disait « non, j'ai mal ». Et c'était ça qui était particulier. Et en fait, c'est pour ça aussi que, par la suite, j'ai continué à le faire. Parce qu'il y avait réellement une addiction. C'est vrai que ça a commencé comme ça au niveau de se faire du mal, au point qu'à mes 13 ans, le dictateur, j'étais de nouveau désespérée. Bien entendu, comme d'habitude, je ne montrais rien à mon entourage. J'essayais de rester de marbre, de montrer que vraiment tout allait bien. J'étais une enfant qui allait bien, voilà. Et j'étais devant le miroir et il me dit Tiens, moi je pense qu'il faudrait qu'on détende l'atmosphère. Va prendre la bouteille de vin qu'il y a dans le frigo. Et je vais prendre la bouteille de vin. Et je commence à boire devant le miroir et je parle avec le dictateur, je rigole, je discute, la bouteille de vin se termine. Il y avait un cubi. Allez, on se resserre, on remplit la bouteille, parce que de toute façon il fallait bien laisser une bouteille pleine dans le frigo. Oui, mais simplement, cette deuxième bouteille, je l'ai bu, parce que le dictateur a dit « Ah, continue, j'adore quand tu perds le contrôle ». Et ainsi de suite, on continue. Et je me suis enquillée comme ça 3 bouteilles de vin rouge. Et en effet... coma éthylique, tout de suite. Et en fait, je n'ai même pas été hospitalisée. Ça a été ma mère qui m'a trouvée avec ma grande sœur. Et elles m'ont fait un massage. Enfin, ma mère m'a fait un massage. Et j'ai, on va dire, expulsé ce qu'il y avait à expulser. Mais c'est vrai que j'ai dormi pendant, il me semble, bien 24 heures facile. Par contre, moi, ce qui quand même me questionne, c'est personne n'a appelé les ambulances ou quoi que ce soit. Il y a 2 aspects, moi, qui ont retenu mon attention. C'est que c'était une grande quantité d'alcool pour un si petit corps.
Et donc, ça pouvait être dangereux pour toi. Et le deuxième point, et tu me corriges si je me trompe, mais personne t'a demandé d'où venait cet acte. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout à fait. En fait, on m'a limite grondé d'avoir bu 3 bouteilles plutôt que de me prendre dans les bras et de me dire « T'inquiète pas, tout va bien ». Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quel a été le désespoir total pour que tu boives autant? Je pense que ça a été tout simplement pris pour une crise d'adolescence d'une gamine de 13 ans. Apparemment, ma mère, à ce moment-là, pendant qu'elle me faisait le massage, il semblerait apparemment que j'ai dit que la veille, j'étais sur le point de boire du liquide de lessive, justement, et que j'avais réussi à résister. Alors que, bon, le dictateur derrière, il appuyait, mais je ne l'avais pas fait. Et peut-être que c'est un peu, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pour ça que le lendemain, le dictateur a voulu aussi me mettre dans la situation où je perdais le contrôle, parce qu'en perdant le contrôle, il pouvait faire de moi encore plus ce qu'il voulait. Donc ça se trouve, cette bouteille de lessive, je l'aurais peut-être bien bu si on ne m'avait pas trouvée à temps. Donc là, durant cette période, personne n'est conscient de ce que tu traverses. Personne ne se rend compte qu'il y a quelque chose de plus que l'adolescence qui se passe. C'est ton amie qui maintenant est, je crois, professionnelle de santé mentale, elle est psy, et qui à l'époque t'a expliqué qu'il existait des CMP. Oui. Et donc, tu as été mise en contact et c'est ta grande sœur qui t'a soutenue. Il me semble qu'elle avait justifié des choses, non, auprès du CMP. En effet, j'ai eu une amie qui avait comme mère un médecin. Et en fait, elle était inquiète pour moi. Et elle m'a dit, écoute, il existe des centres médico-psychologiques, donc les fameux CMP, où tu peux y aller pour pouvoir parler. Mais elle-même, cette amie, n'était pas au courant du dictateur. Qui n'était même pas encore nommée à ce moment-là comme ça. Tout ce qu'elle voyait, c'était une amie qui était dans une détresse totale, qui se coupait régulièrement, qui portait des manches longues, quoi qu'il arrive. Et elle a fait donc le choix de me donner le numéro de téléphone de ce CMP. Plus tard, donc, ma mère découvre mes entailles sur les bras, fait une scène où limite c'était elle la victime dans toute cette histoire. C'était ça qui m'a le plus tuée à l'époque. Et c'était pas la première fois qu'elle me faisait un coup pareil, donc je trouvais ça assez absurde. Ma sœur et ma mère m'ont dit mais c'est plus possible et tout ça et tout. C'était aussi suite au coma éthylique. Il y a eu vraiment le truc de il faut qu'elle voie quelqu'un, mais bon, ça ira quoi. Enfin voilà. Et j'ai appelé le CMP et simplement le CMP, la secrétaire, elle me dit mais il nous faut l'accord d'un adulte, d'un parent, de votre mère ou de votre père. Et là, il y avait ma mère en pleurs à côté. Et là, ma sœur chope le téléphone et dit je suis sa mère, j'accepte que ma fille soit donc en suivi avec vous. Nous prenons rendez-vous. Voilà. Et bien sûr, ça a été ma mère qui m'a accompagnée à ce rendez-vous-là. Ça n'a pas été ma sœur. Mais quand même, ça a été quand même ma sœur qui était mineure. C'était quand même une adolescente qui a dû prendre un rôle parental pour me venir en aide. Parce que moi, j'étais prête à raccrocher, à dire on ne peut pas m'aider. Ma mère n'était pas capable d'assumer à ce moment-là. Elle n'était pas prête. Après, elle a été prête plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Tu as commencé à aller au CMP et tu as rencontré... Alors, je crois qu'elle était psychologue. Oui. Ta psychologue qui avait l'air quand même d'avoir de bonnes intuitions, même si tu lui racontais pas tout. Tout à fait. Je suis tombée sur une psychologue, un ange, cette femme. Vraiment, elle a été très compréhensive. Et très rapidement, on a commencé à choisir un mode de fonctionnement différent. C'est-à-dire qu'elle a senti que le regard... Là, par exemple, Juliette, je n'arrive pas à te regarder dans les yeux, tu vois. Mais parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Comment dire, c'est de l'ordre de l'intime. En fait, je suis très touchée par cette interview. Et du coup, les personnes qui m'écoutent ne réalisent pas à quel point j'ai le cœur qui bat, à quel point
tout ce qu'il y a autour de nous est en action et il y a plein de choses qui essayent d'interférer dans cette interview en fait, et qui essayent de me freiner et de ne pas faire en sorte que je puisse rendre honneur au dictateur. Alors que non, je veux frapper, j'aimerais, mais il y a le micro, j'aimerais frapper la main sur la table en disant maintenant, non, c'est sa place, c'est son moment à lui. Donc, pour en revenir à la question, du coup, cette psychologue a commencé à me faire la séance comme que moi j'avais le dos devant elle, j'étais dos à elle et je regardais comme ça la fenêtre vu que c'était un CMP juvénile, pour les mineurs. Du coup il y avait beaucoup de jouets, il y avait des peluches, il y avait un peu tout ça, tout un univers et tout ça très calme, très posé. Et moi je regardais par cette fenêtre, je regardais les jouets et je lui parlais et en effet je ne lui ai rien dit du dictateur. Cependant, elle a senti qu'il y avait quelque chose quand même de un peu bizarre. Déjà, dès le départ, elle a commencé à ne pas faire le rendez-vous, l'entretien face à face. Par la suite, elle a commencé à m'imprimer des textes de psychologie sur des pathologies et entre autres celle du borderline. Elle a commencé à suspecter qu'il y avait quand même une once de psychose dans ma structure psychique. Et je trouve qu'elle a été d'un professionnalisme pour avoir réussi à détecter ça. Je sais que peut-être certains se diront non mais elle avait une hallucination qui vivait avec elle. Elle aurait dû se voir direct que la gamine n'allait pas bien au point d'avoir... Non, je trouve que sincèrement, franchement, ça a été la personne la plus éclairée que j'ai rencontrée à cette période-là. Elle a eu le nez creux dans le sens où elle a perçu quelque chose qui relevait de la psychose, qui est sans doute pas toujours évident sur des êtres en construction comme les adolescents, parce que on est tous un peu particuliers à cet âge-là. Et le deuxième truc, c'est qu'elle t'a fait confiance, puisqu'elle t'a donné des textes pour essayer de t'éclairer, mais donc elle a estimé que c'était pas un rapport vertical quelque part, mais que tu pouvais toi aussi petit à petit te nourrir et faire ton chemin. Oui, tout à fait. Cette psychologue, en fait, m'a suivie donc à partir de mes 14 ans. Comme tu dis, chaque adolescent a tout le monde, on est tous un peu bizarres à cette époque-là, à cet âge-là. Et vraiment, je pense qu'elle a été une figure maternelle qui, malgré tout, me faisait du bien. Il y avait vraiment une douceur dans son suivi et dans sa manière de m'approcher. Elle m'a donc suivie pendant plusieurs années. Je lui ai toujours donné du vous. C'est marrant, tu utilises une tournure italienne. Ah oui? Dare del lei. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas précisé, mais en fait, tu es d'origine italienne. Et on est à Florence là pour faire l'interview. Oui. Donc il y a plein de choses italiennes. Je t'ai interrompu, désolée, vas-y. Donc tu lui as toujours donné du vous. Pendant une quantité d'années, pendant tout mon parcours, j'ai eu une tendance à déifier totalement ceux qui me suivaient, ceux qui m'accompagnaient, ceux avec qui je faisais donc la thérapie. Et en fait, vraiment, moi je lui donnais du vous et elle a tellement senti qu'il y avait quelque chose encore à creuser, qu'il y avait autre chose qui était là. En fait, quand je suis partie à mes 18 ans pour aller à Marseille, pour faire mes études de mise à niveau d'art appliqué, elle m'a dit que à chaque fois que je reviendrais sur la Côte d'Azur, elle me prendrait en rendez-vous, qu'elle limite mentirait sur mon âge, elle m'a dit clairement, pourvu qu'elle puisse continuer pour que je puisse continuer à avoir un point de repère où je puisse m'arrêter et respirer et parler avec elle. Et en fait, pendant la période où j'étais à Marseille, elle me disait, il y a cette option que quand vous revenez, je suis là. Cependant, je suis là aussi d'une autre manière. Et elle m'a dit, chaque vendredi, vous prenez 1 heure, vous écrivez pendant 1 heure sur votre ordinateur. Vous m'imprimez le texte et vous me l'envoyez par la poste. Sachez-le que je vais le lire. Et ça sera notre séance. Et je n'ai pas arrêté. Toute l'année, j'ai fait ça. À chaque fois, tous les vendredis, je faisais mon heure de thérapie, entre guillemets, mais j'étais toute seule face à l'ordinateur. Je faisais comme si elle était là et je continuais. Et même parfois, je la citais dedans en me disant « Je sais que vous auriez dit ça. Je le sais très bien. » Je suis partie à Tours par la suite
À Tours, notre suivi s'est un peu détaché. Et en effet, en très peu de temps, la vie a basculé. Quand j'étais à Tours, j'étais en licence d'histoire de l'art parce que j'essayais d'une façon... Je savais que l'art aurait fait partie de ma vie, que je n'aurais pas pu faire autrement. Et donc je m'étais dit, je vais devenir prof d'histoire de l'art, point final. Simplement, fin du premier semestre, je réalise que ce n'est absolument pas ce dont je souhaite faire de ma vie. Je souhaite faire de l'art, certes, et en effet, je souhaite faire de la bande dessinée, des romans graphiques. Je veux dessiner, je veux écrire. Et donc, je vise Angoulême, justement. Je vise l'école supérieure d'Angoulême, les Beaux-Arts. Et donc, je commence à dessiner, à faire un roman graphique qui s'appelle Memento Mori. Je dessine, je ne vais plus en cours, sauf à celui de l'UE sur la folie, ce qui m'a fait énormément rire plus tard, quand j'ai réalisé que je suivais ça, alors que j'aurais pu être un cas d'étude limite pour cette UE, justement. Bref, parce que justement, j'allais à cette UE et moi, je n'allais plus en cours. Et en fait, je dessinais du matin au soir, et puis le soir a commencé à se rallonger, Peu à peu, la nuit commençait à prendre place et les nuits blanches ont commencé. Peu à peu, il y a eu plusieurs nuits blanches. Et puis au bout d'un moment, il y a eu une période entre janvier et février où, clairement, 10 nuits blanches d'affilée, où j'ai dormi peut-être 2h30 en tout, ou 3 heures, avec un peu de chance. Et je ne me nourrissais plus, je ne sortais plus de ma chambre de ma chambre étudiante. Je ne mangeais plus, je ne buvais que du café. Je suis tombée à 47 kilos, ce qui était très maigre pour 1m70 sur le coup. En tout cas, moi-même, quand je regarde les photos de quand j'ai pesé 47 kilos, alors certes, je me sentais hyper bien. Le corps, j'avais l'impression qu'il était exactement comme je le voulais. Oui, pratiquement inexistant, clairement. Donc, ces 10 nuits blanches se passent, mais j'aurais pu continuer. J'aurais pu continuer ces nuits blanches. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est le twist total. Parce que c'est limite le meilleur qui arrive. Enfin, la deuxième chose meilleure, mais on en reparlera. Là, c'est le plus grand twist de ma vie à ce moment-là, c'est que je commençais à fumer des cigarettes depuis pile poil cette année-là. J'avais comme projet de partir en Corée du Sud le 1er juillet 2014. On était en janvier, j'avais pris mes billets. J'avais rien prévu du reste, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et j'étais là, je faisais juste une pause clope dans mes dessins. Ma résidence universitaire, du coup, c'était entourée par une forêt. Et il y avait des lampadaires un peu comme ça qui entouraient la résidence et qui illuminaient un peu les arbres autour. Voilà. Et moi, j'étais penchée à ma fenêtre, la clope au bec, à regarder la nuit. Je regarde en bas et sous le lampadaire, je vois une gamine avec un capuchon rouge. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, une gamine à cette heure-ci En plus, une gamine qui avait... J'aurais dit à l'époque, en effet, 9 ans. Et bizarrement, quand elle avait levé les yeux, elle avait quelque chose qui me ressemblait. Donc, je la regarde et je me dis, mais... Oulala, c'est un peu bizarre ça quand même, mais... Puis, il y a comme un effet de déconnexion. Je me dis, il faut que tu prennes une douche, Céleste. Pourquoi? Aucune idée. Je prends ma douche. Je me mets à nu, donc je me déshabille dans ma chambre étudiante qui avait en fait une douche à l'intérieur, dans ces 14 mètres carrés. Je rentre dans la douche et surtout pendant que je rentre dans la douche, je vois que bien, le dictateur qui n'était pas encore nommé dictateur, ce fameux compagnon de vie quotidien, sort du miroir. Je suis dans la douche, l'eau coule, je lève les yeux. Et je le vois accroché, comme Spider-Man limite. Vraiment, j'ai vraiment l'image de Spider-Man à ce moment-là. Cette ombre noire, totalement noire, avec des yeux rouges. Mais des yeux qui aspirent tout. Si je dois donner une image, une sensation de ce moment où quand je le regardais dans les yeux à chaque fois, c'est un peu les détraqueurs dans Harry Potter.
Vraiment ce truc où vraiment ça aspire quelque chose. Et quand je le vois là comme ça, quand je le vois qui me regarde sous la douche, je me dis là il y a un truc qui va pas. Et je me dis je vais aller me coucher, ça ira mieux. Et pourtant c'était pas tout à fait la première fois que j'avais eu, comment dire, quelque chose au-delà du miroir. Il y avait eu une fois durant un cours, ça a été que des années plus tard que j'y ai repensé, j'avais vu que l'enseignante avait quelque chose qui émergeait d'elle, qui sortait, qui se transformait, elle devenait un monstre en quelque sorte. Et j'avais vraiment paniqué sur le coup. Je m'étais frotté les yeux, j'avais dit à une amie de l'époque de fac à ce moment-là, du coup je dis tu vois ce que je vois? Et elle me dit de quoi? Et là je regarde l'enseignante et elle était normale, elle me dit ça fatigue, t'étais en train de t'endormir, point final. Mais c'est fou comment en fait à chaque fois je me disais va te coucher, c'est le sommeil, t'as besoin de dormir. Justement, donc quand on a échangé en visio la dernière fois, tu m'as dit que c'était ta première hallucination, c'est comme ça que tu l'avais mentionné, et donc j'avais tiqué en te disant, mais ton reflet dans le miroir qui était le dictateur, c'était donc pas une hallucination. Et tu m'avais répondu, il y avait encore un peu de moi auparavant, c'est ça la différence avec les hallucinations qui ont suivi. Tu as ajouté, tout est devenu un univers de sang, de personnages, de voix, de toucher qui n'existaient pas. Et donc tu m'as décrit en fait la présence différente du dictateur dans ta vie, puisqu'il est sorti du miroir et qui t'a suivi à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, déjà que il n'y avait plus tellement de solitude déjà de base parce que je savais que je pouvais à quelconque moment où je me sentais seule aller le voir. Quand il y avait le sentiment de solitude, j'allais le voir et pour moi il y avait vraiment, ça m'a fait ruminer le fait que j'ai dit que c'était la première fois que j'avais eu une hallucination à ce moment-là, mais parce que pour moi le dictateur c'était un ami, c'était limite un membre de ma famille, il réunissait des figures diverses et variées, et entre autres des parcelles de moi en quelque sorte. La preuve, il avait une ressemblance qui était mienne, il avait juste les yeux rouges dans le miroir. C'était juste ça. Pendant des années, on m'a dit quels yeux magnifiques que tu as, Céleste. Moi, je disais oui, j'ai les yeux de ma mère. Mais moi, je voyais pas la couleur de mes yeux. Je les voyais toujours rouges parce que c'était pas moi dans le miroir, parce que c'était toujours le dictateur qui était là. Et là, à ce moment-là, quand il est sorti du miroir, il n'y avait plus de ma ressemblance. Il n'y avait pas de quelque chose qui pouvait me ressembler. C'était devenu une ombre, une masse noire, un personnage. C'est-à-dire, il avait vraiment des mains, il avait une corpulence, il était très masculin dans sa façon au niveau physique. Il y avait quelque chose comme de l'ordre d'une apparition en quelque sorte qui vraiment était nébuleuse mais à la fois assez consistante. Lui il pouvait me toucher, moi je ne pouvais pas le toucher. Jusque-là il n'y avait pas eu cette dimension-là que tous les sens soient en fait mobilisés. Aujourd'hui encore j'ai donc tous les sens à chaque fois qui sont pris par des hallucinations. J'ai parfois le goût de sang dans la bouche alors que je ne me suis même pas mordu la lèvre ou la langue ou la joue. Enfin, vraiment visuel, auditif, sensitif. Tout est pris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en effet, à partir de ce moment-là, quand il y a eu cette nuit-là qui est arrivée, le monde a totalement basculé, en effet. Parce qu'il n'y avait plus que moi et le dictateur, voilà, c'est intéressant ça, que je me suis placée moi en première. Parce qu'il y a encore peu de temps, j'aurais dit le dictateur et moi. C'est marrant. C'est bien. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. Oui, ça veut dire que le chemin a été fait quand même un tout petit peu, minimum. Voilà, il n'y avait pas seulement lui et moi, il y avait plein d'autres personnages qui se présentaient, dont cette petite fille qui m'a suivie, qui était d'une innocence, mais d'une malveillance aussi extrême. Pourtant, quand elle est partie, j'ai pleuré aussi. Et d'ailleurs, ce qui était le plus impressionnant, c'était que le dictateur était extrêmement possessif. D'une façon... chaque personne qui s'approchait de moi, il avait un comportement envers eux qui était, mais vraiment, à chaque fois,
il m'influait, il me faisait des flashs, pas si vous voyez, si tu vois ce que je veux dire. En gros, on t'impose une image dans les yeux. C'est comme si, en gros, tu vivais un trauma, alors que, comme si tu te souvenais d'un trauma, alors que pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui est comme de l'ordre du pulsionnel, qui s'incruste dans ta rétine pendant l'espace de quelques secondes, et tu perds la visualisation de la réalité. Et donc, il m'envoyait des flashs comme ça, de violence envers des personnes qui s'approchaient de moi, qui étaient gentilles, ou des choses comme ça, et toujours les voix, pas seulement celles du dictateur, mais des voix comme ça, inconnues au bataillon, qui n'étaient pas des personnages en soi comme moi je les nomme, parce que je les nomme vraiment personnages, quand ce sont des personnages récurrents. Là, c'était plus des voix qui étaient juste là en train de dire... à essayer d'immiscer une certaine paranoïa envers l'autre, il est malveillant, ah tiens, tu pourrais lui détruire Enfin, je pouvais faire du mal aux gens en fait. Et bien sûr, alors heureusement, enfin, du moins j'espère, j'ai rien fait de mal. Quoi qu'il en soit, ça a été vraiment à ce moment-là, oui, que pour moi, le monde... c'est-à-dire que là, à Florence, il pleut peut-être, mais je suis sûre, Juliette, j'ai vérifié en effet en regardant par la fenêtre. Je ne sais pas s'il pleut, mais en tout cas, moi je vois une traînée de sang qui coule clairement sur la fenêtre. Et c'est-à-dire que vraiment l'univers sanguinaire a explosé totalement. Quand on a échangé la dernière fois, et c'est la même chose que tu mentionnes aujourd'hui, donc pendant qu'on faisait notre visio, tu me disais qu'effectivement il pleuvait du sang. Et il me semble que, alors je sais pas si le terme adéquat c'est personnage, mais qui te grattait le cœur. Oui. Et en fait, tu m'avais dit que donc c'était douloureux pour toi à ce moment-là et je t'avais proposé qu'on fasse une pause. Et pour le sang, tu m'as dit qu'en fait, tu te fiais à ma réaction, que s'il y avait quelque chose d'horrible qui se passait derrière toi, en fait, j'aurais peur. Et que donc si, et c'est le cas actuellement, je suis calme, c'est qu'a priori, c'est pas si grave que ça. C'est pas si évident que ça de faire confiance aux autres, surtout que ton trouble, c'est un trouble schizophrène paranoïde. Oui. Donc par essence, tu remets en question ce que peuvent dire ou la posture des autres. Comment est-ce que tu es arrivé à faire confiance? Après, on repart en arrière. Mais comment est-ce que tu fais confiance maintenant Je choisis l'interlocuteur avec lequel je me permets de poser la question ou auquel je me fie. Je ne fais pas confiance à n'importe qui, c'est sûr. Mais c'est vrai que si dans la rue, d'un coup, j'entends quelqu'un crier et que personne ne réagit, je vais juste regarder autour de moi que personne ne réagit et je vais continuer mon chemin. Imaginez-vous derrière votre écran si cette personne a vraiment crié et que personne n'a réagi et que j'ai été la seule à réagir. Et ça, ce doute de vraiment se dire, ça se trouve, cette personne était réellement en danger et que je n'ai rien fait parce que je me suis fiée à l'indifférence des autres, c'est horrible. C'est une problématique qui me poursuit beaucoup parce que dans la rue, il se passe énormément de choses et que les personnes ne regardent pas. Il y a des choses, par contre, auxquelles je suis sûre et certaine que les personnes réagiraient. Il y a eu une très longue période où j'avais une hallucination où à chaque fois que je regardais le visage d'une personne, il y avait une blessure sur le visage de cette personne ou sur la partie supérieure de son corps. Souvent, je voyais les traces d'un impact d'une balle tirée à la tempe. Oui, tu vois, maintenant j'entends le bruit du revolver. Tu vois, tu ne réagis pas et je sais que ça a un lien avec ce que je suis en train de dire, donc c'est normal aussi que je l'ai entendu, ce bruit du revolver. Il y avait des moments où je me disais, mais imagine, tu vois une femme qui a un œil au beurre noir, personne ne réagit parce que il faut garder ça en silence et toi tu ne peux pas lui demander comment ça... Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, je ne peux que me fier aux autres. Et par contre, quand j'ai un réel doute, quand ça sort des schémas habituels de mes hallucinations, je sais que la pluie de sang est quelque chose d'extrêmement récurrent dans mes hallucinations. C'est quelque chose qui revient fréquemment, donc je sais que ça n'est pas vrai. Mais un jour, s'il pleut vraiment du sang, je suis désolée, mais c'est pas moi qui vais réagir. Sachez-le, pour moi, ce sera normal. Mais en tout cas,
quand il y a quelque chose qui vraiment me questionne et que ça parle de quelqu'un et que je suis avec une personne de confiance ou alors que j'ai choisi cette personne d'être à côté d'elle à ce moment-là, je vais lui demander est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ? Je ne vais pas dire est-ce que c'est réel ou non. C'est vraiment une question de est-ce que tu entends toi aussi ? Ou est-ce que tu l'as vu ? Ou sinon, est-ce que tu penses qu'elle va bien ou qu'il va bien ? Ou des choses comme ça, des questions plutôt à ce niveau-là. Et là, la personne, normalement, me répond en toute sincérité. Mais après, si ça se trouve, on peut me mentir. Et là, j'ai aucun contrôle là-dessus. Tu as décrit en fait une période où tu entrais dans la psychose. Une définition qu'on peut donner de la psychose, c'est le fait que ton rapport à la réalité, il est altéré à ce moment-là. Et il y a eu un point de bascule, tu as commencé à l'évoquer, qui était la préparation de ton voyage en Corée. Donc tu avais décidé d'aller en Corée du Sud, je présume. Tout à fait. Tu avais réservé tes billets, tu n'avais rien préparé, et le matin de ton départ pour le voyage en Corée, donc c'était un 1er juillet, tu avais rendez-vous avec ta psy avant de prendre l'avion. Et que s'est-il passé ? La tonalité que tu as utilisée, et je l'ai trouvée extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'adore cette tonalité qui... ça fait du bien d'entendre de la légèreté comme ça. Les personnes qui nous écoutent ne nous voient pas. Et oui. C'est pas que je minimise ce qui s'est passé ou que je serais en train de me moquer de toi ou pas du tout. Je pense que c'est parce que tu as beaucoup de recul sur ce qui s'est passé. Tu me l'as raconté avec humour, puisque tu vas expliquer juste après. Mon parti pris sur ce podcast, c'est d'essayer de humaniser les choses. Et donc, tout ce que tu as raconté juste avant, la thématique du sang, etc., ça peut faire très peur, mais c'est ton quotidien. Et donc, je trouve que si j'avais un ton qui était très distant ou très froid, ça reviendrait à mettre à distance ton vécu. Et donc, moi, j'essaie de te traiter comme je traite tous les gens dans ma vie, enfin, normalement, avec beaucoup de sourire et d'humour. Donc oui, effectivement, c'était pas une marque d'irrespect, en tout cas, je voulais le préciser. Ah oui, alors, pour ceux qui sont derrière ce micro, Juliette a un total respect pour la personne que je suis et je ne l'ai absolument pas mal pris. Au contraire, c'est avec grand plaisir qu'on a y ajouté un peu de l'humain, c'est tout, voilà. Et puis, en effet, ce qui va être raconté, certains pourront peut-être même esquisser un sourire face à certaines choses, parce que sincèrement, moi, encore aujourd'hui, comme tu as dit, j'ai la distance nécessaire et j'en rigole. Bien sûr que sur le moment, sur l'instant T, j'ai pas rigolé, mais en effet, ce 1er juillet 2014, j'avais l'avion à 18h, je n'avais rien préparé. Comment vous dire que j'avais juste pris les billets d'avion, d'ailleurs un seul billet d'avion, seulement un aller. Donc vraiment pour dire à quel point c'était vraiment... il n'y avait pas de retour, quoi, clairement. Et ce jour-là, je vois ma psy qui donc ment encore sur mon âge à ce moment-là, quel amour, et qui vraiment me prend l'entretien. Et là, dans mon discours, elle sent que je suis complètement en train de délirer, en fait. Mais complètement. Enfin, qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. Déjà, elle dit, comment ça, vous n'avez pas pris de billet de retour ? Enfin, déjà, là, c'était une question où vraiment... Et elle commence à sentir que dans ce départ pour la Corée du Sud, il y a une sous-entendue, alors ça c'est moins marrant, mais une sous-entendue de suicide aussi. Que, en fait, je n'allais jamais partir. Et je peux vous dire que je ne suis justement pas partie ce jour-là. Elle appelle une ambulance pour me faire interner. Quand elle appelle l'ambulance, je prends les jambes à mon cou et je m'enfuis. Elle, une femme, elle a peut-être encore, je ne l'ai plus vue depuis des années, mais un corps assez fin, pas en mode bien musclé. Comment dire, elle n'avait pas la carrure de celle qui m'a plaqué au sol, clairement, surtout elle m'a couru derrière avec des talons aiguilles. Je veux dire, elle m'a coursé, elle m'a chopé, elle m'a plaqué au sol, clairement, en me disant tout ira bien, tout ira bien. Je l'ai trouvée extraordinaire, cette femme. Enfin, je veux dire, surtout, j'étais en basket, je détalais beaucoup plus vite qu'elle. Non, elle, talons aiguilles, je vous jure, mais elle m'a... Vraiment, quand je repense à ce moment-là, même Juliette, elle peut vous le dire, j'ai le sourire aux lèvres pour rien que de repenser à cette scène du plaquage au sol, qu'elle me serre dans ses bras
et que je me sens aussi, et ça je pense que je ne l'ai pas dit durant la visio, mais contenue. Je me sens contenue à ce moment-là. Dans un sens positif. Oui, dans un sens positif. Au niveau symbolique, aussi ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est que quelqu'un a compris ce qui se tramait. Ta psy fait partie des personnes qui ont pris la mesure des choses et ont cherché à te protéger. Oui, jusqu'au bout, elle aura prouvé qu'elle était plus maligne que tout le monde. Mais franchement, hein, mais d'une façon, parce que, sincèrement, parce que je ne disais rien, je n'ai pas parlé du dictateur à ce moment-là non plus. Et elle a senti que c'était fini, qu'il y avait un truc qui n'allait plus du tout, que je voyais plein de choses, que je vivais avec des hallucinations. Je veux dire, quelques mois auparavant, pour juste faire cette parenthèse-là, je passais l'examen des Beaux-Arts d'Angoulême. Je crois qu'il y avait 400 et quelques candidats en tout à l'examen de la première journée. Et on n'était que, je crois, 60 à être sélectionnés pour la deuxième journée. J'ai été sélectionnée pour la deuxième journée, où là, il y avait l'oral. Aucun prof n'y a vu que du feu. J'étais, mais alors là, dans un délire total. J'avais déjà décompensé, mais d'une façon magistrale quelques mois auparavant. Mais en tout cas, c'est en ça aussi qu'il faut voir comment l'être humain est aussi incroyable que ça. Je ne suis qu'un exemple parmi des milliers, mais sincèrement, on a une capacité à pouvoir trouver et puiser une force que sur le moment, on n'est pas censé avoir. Je veux dire, on est dans un moment de détresse totale, on arrive à trouver une force incroyable qui fait que j'ai été admise à l'école de Beaux-Arts d'Angoulême pour faire justement de la BD. Et ils ont en effet gardé ma candidature pendant des années, le temps que je puisse au moins commencer à faire le suivi, bref, vous m'avez compris, les études. Vraiment, l'être humain est incroyable. Et ce n'est pas pour mon ego que je dis ça, c'est pour dire à tout le monde, vous êtes tous incroyables et vous avez tous une force incroyable, donc ne doutez pas de vous là-dessus. Ça me semble bien comme message. Ouais, voilà. Juste pour expliquer, la décompensation, c'est le moment où, entre guillemets, on perd pied et on bascule dans, un trouble psy qui est plus affirmé, en fait. Je présume que la décompensation, c'est à partir du moment où la petite fille avec le chaperon est apparue, non ? Oui, je pense que ça a été... c'est pour ça peut-être que je nomme ça comme ma première hallucination, on peut dire ça comme ça. Parce que du coup, c'est vrai que pour moi, j'ai décompensé réellement à ce moment-là. Il y a eu vraiment une rupture entre la réalité et ce que tu nommais comme univers tout à l'heure. J'ai perdu pied. C'était comme si je m'étais foulé la cheville et que c'était une cheville qui mettrait du temps avant de se soigner. Mais j'ai bien conscience qu'une décompensation n'est pas juste une foulure de cheville, ne vous en faites pas pour ça. Donc, 1er juillet 2014, j'arrive à l'hôpital psychiatrique. On me laisse 2 minutes toute seule. J'essaye de m'enfuir de nouveau. Mais il m'avait laissée toute seule, donc c'était trop tentant. Je voyais la porte qui s'ouvrait, c'était trop tentant. Eh bien non, ils ont quand même réussi à me choper. Rien à faire, il fallait que je sois hospitalisée. Donc, à 18h, je regarde par la fenêtre le ciel. Alors la fenêtre qui était grillagée par des petits carreaux, vraiment, le grillage vraiment effet poulailler. Je regarde le ciel et je me dis, j'étais censée être dans l'avion qui partait ce soir. Mais je ne serai jamais partie ce soir-là. Du moins, jamais en Corée du Sud. Ce qui était en quelque sorte sous-entendu dans ce départ est que une partie de moi avait en quelque sorte occulté pourvu de mener à bien les plans du dictateur et de la petite fille au capuchon rouge, justement, que j'ai toujours nommée petite fille à la fin. Eh bien, du coup, ça aurait été de me suicider à ce moment-là, ce soir-là, avec un certain rituel. Il y avait vraiment, tout était programmé. Et toujours cette question de rituel, toujours ritualiser ma mort. Ça a été un continu, ça. Et en fait, cette période, donc à partir de mes 20 ans, j'ai alterné entre vie à l'extérieur et vie en hôpital. J'ai été dans différentes institutions, donc que ce soit dans des cliniques, dans des hôpitaux. Ensuite, je me suis retrouvée à Saint-Martin-de-Vignegoul, qui est à côté de Montpellier, qui n'est pas très loin,
qui est en fait une structure, une clinique psychothérapeutique. Peut-être le terme n'est pas exactement celui-ci, mais je l'ai toujours nommé comme ça, une clinique psychothérapeutique. Et en fait, finalement, il me permettait, grâce au psychiatre qui était là et qui m'avait en charge, qui était un psychiatre absolument pas fréquentable. Si un jour il entend ce podcast, j'espère qu'il entendra bien ce que je viens de dire. Mais quoi qu'il en soit, il a malgré tout fait un acte vraiment positif dans mon parcours, c'est-à-dire qu'il m'a toujours gardé une place dans sa clinique. Je pouvais dire, est-ce que je peux venir la semaine prochaine ? Il me disait oui, et il me gardait une place dans cette clinique, où finalement donc, je faisais donc Montpellier-Angoulême. Je faisais des allers-retours entre les vacances scolaires et les périodes, le semestre de cours. J'ai passé ma première année à faire ces allers-retours. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des personnes incroyables, des camarades de classe qui vraiment m'envoyaient des dessins jusqu'à la clinique. J'ai été très soutenue. Ma mère a été très soutenante. Elle a été très présente en tant qu'aidante. J'aurais un mot à dire là-dessus, juste entre parenthèses. Merci à vous pour ceux qui nous accompagnent dans les moments compliqués. Et surtout, ne vous oubliez pas, pensez aussi à vous, pensez à vos limites et prenez soin de vous aussi, parce qu'on a besoin de vous en bonne santé. Donc si à un moment c'est trop compliqué, éloignez-vous, prenez de la distance, respirez, prenez du temps. Ensuite, pour en revenir à mon histoire, quoi qu'il en soit, ma mère a été d'un soutien incommensurable, vraiment. Je passe en seconde année des Beaux-Arts d'Angoulême. Ça se passe bien, j'ai de bons retours. Je passe le premier semestre avec l'évaluation. Tout se passe très bien, mais moi, je ne vais pas bien du tout. Ça devient de plus en plus difficile. Je fais des crises en continu, que ce soit des angoisses de morcellement, donc des moments où le corps disparaît, qu'il s'évapore, ou alors que d'un coup, je perds un membre et je pense qu'il est à l'autre bout de la chambre ou d'un endroit. Enfin, je perds de plus en plus le contrôle. La petite fille a disparu parce que le dictateur, étant un personnage possessif, l'a dévoré un jour. Il y a d'autres personnages qui se présentent. Je me retrouve avec une hallucination qui me fait penser que je suis une psychopathe parce qu'il me programme toute une suite d'actions à faire pour tuer les personnes qui ne sont pas suffisamment fortes pour vivre dans ce monde. Mais qui était-il, lui, pour décider de cela ? Et qui étais-je, moi, pour passer à l'acte, pour le faire ? Enfin, c'est pas mon rôle. Et en plus, je ne voulais pas non plus tuer. Enfin, voilà, en gros... Être schizophrène ne veut pas dire être un psychopathe, voilà, passons le message. En tout cas, vraiment, je me retrouve dans une situation où je suis de plus en plus désespérée. Je commence peu à peu à enlever la médication de mon parcours, comme beaucoup de personnes qui ont des troubles psy. C'est très fréquent. Tu es loin d'être la seule et ça fait souvent partie du parcours aussi. Tout à fait. On est obligé de passer par là, limite. C'est fou comment à chaque fois, on a besoin de se dire mais ça va suffisamment bien pour que j'enlève les médicaments et que justement, là, on perd pied avec la réalité de nouveau et on se fait interner. Mais je vais à la clinique à Montpellier et je sais que c'est fini, que mon chemin s'arrête. Il y a quelque chose en moi qui commence à se programmer et qui se programme avec le dictateur. Surtout, quelque chose que le dictateur m'avait promis. À cette époque-là, on était en 2018. Au mois de mars, je défaille totalement. Même si je suis à la clinique et que j'ai ma médication, je ne vais pas bien. Je sais que c'est terminé, que mon chemin s'est arrêté. Comme toutes les fois où j'ai fait des tentatives de suicide, je fais exactement tout un programme, une suite d'éléments. Je ne me mets pas dans le lit pour mourir parce que je ne veux pas que la prochaine personne qui ira dans cette chambre dorme dans le lit de quelqu'un qui s'est suicidé à la base, à l'intérieur. Je pense donc à m'installer dans la salle de bain, dans une tenue où on peut m'enlever facilement les vêtements pour que quand je serai morte et qu'on devra m'habiller, ça ne soit pas trop compliqué avec la rigidité cadavérique que je pourrais avoir. Enfin vraiment, je pense à tous les détails possibles. Tu écris toutes tes lettres et tu fais tes valises. Exactement. Je boucle mes valises
pour que comme ça, personne ne soit obligé d'emballer les bagages de quelqu'un qui est mort. Tout est prêt, les lettres sont faites. Je vais prendre mes médicaments du soir avec l'infirmière de nuit, que j'avais prévu que ça soit elle. Je savais que cette infirmière de nuit ne faisait jamais la ronde de nuit. Jamais. Je me donne donc la mort, je m'allonge dans la salle de bain. Comme ça, c'est plus facile à nettoyer. Je n'explique pas la façon dont je me tue parce que je ne veux pas donner des mauvaises idées de technique pour passer à l'acte. Mais en tout cas, ma technique est infaillible parce que la preuve, je réussis mon coup. Et là, le hasard de la vie. Et vraiment, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et je vous le dis avec un sourire. Pourquoi ? L'infirmière de nuit fait la ronde de nuit et me trouve donc morte dans la salle de bain. Elle me fait un massage cardiaque, elle appelle les urgences. Mon cœur redémarre. À partir de là, je fais 5 jours de coma. À mon réveil, déjà je suis dégoûtée parce que j'étais sûre d'y être arrivée. Eh bien pourtant, comme vous le savez, je suis bel et bien là, bien vivante. Je suis dans une situation d'irréalité totale. Au tout début, je me dis c'est pas possible. Et il y a la déception, j'avais réussi, pourquoi, comment, machin et tout ça. C'est pas possible, depuis combien de temps je suis là ? Mais je me pose ces questions à moi, il n'y a personne à côté de moi. Une infirmière arrive, je m'étais débarrassée de toutes les perfusions, parce que j'étais là, faut que je m'enfuis, faut que ça se termine. Et en même temps, totalement déboussolée. On me met dans une chambre en attente que mon père vienne me chercher à l'hôpital de Montpellier. Et en fait, à ce moment-là, se passe l'acte le plus intelligent que j'ai pu faire de ma vie. Sincèrement, pendant que j'attends dans cette chambre, j'avais les jambes qui étaient engourdies à cause du coma. Je me traîne jusqu'au bureau infirmier, donc je me force à tomber du lit. J'ai essayé avec les jambes, mais ça répondait pas. Je me traîne jusqu'au bureau infirmier et je demande un papier et un crayon et je me mets à dessiner. Et ça a été le début où j'ai commencé à trouver une manière de me rétablir. Je commence à dessiner. On me transfère à un hôpital pas loin de chez moi, en Côte d'Azur, dans le 06. On me met en secteur fermé. Déjà, on me contentionne. Alors, il y a des moments où il y a besoin et il y a des moments, des choses où vraiment c'est nécessaire, mais sincèrement, c'est assez horrible de se retrouver en chambre d'isolement contentionnée. On oublie un peu qu'on a des besoins vitaux et qu'il faut aller faire pipi de temps en temps ou des choses comme ça. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours pris en compte. Tout ça pour dire que arrive dans la chambre d'isolement une psychiatre, toute nouvelle que je n'avais encore jamais vue dans cet hôpital-là. Et je lui dis, tout de suite, parce que je connaissais les autres psychiatres et je ne voulais pas être suivie par les autres, je lui dis, vous voulez bien être ma psychiatre ? Donc là commence déjà le premier maillon aussi. Il y avait déjà un maillon précédemment, mais comment dire ? Cette personne, la psychologue, qui n'était plus celle que j'avais eue pendant que j'étais adolescente, mais qui est en jeune adulte, mais qui par contre était apparue dans mon parcours dans mes 20 ans. Pendant 3 mois, je reste dans le secteur fermé. Je suis sortie de chambre d'isolement. J'ai le droit de dessiner. Je dessine des visages tous les jours, des portraits de femmes. Et au bout d'un certain temps, l'art thérapeute, ma psychiatre, ma psychologue, me mettent dos au mur au bout de 3 mois de secteur fermé et me disent « Maintenant, vous exposez ». Et j'expose. Pour la toute première fois, j'expose. Et c'est dans un hôpital psychiatrique. Et je fais un fameux speed dating. Et c'est vraiment ma marque de fabrique, ça, au niveau artistique. C'est qu'il y a toujours la création pour dire à la fin « et toi ». Parce que le concept de cette exposition que j'avais pensé, je me suis dit, ce que je veux, c'est que ces femmes leur parlent à ces personnes, ou que eux leur parlent, qu'il y ait une discussion entre eux, entre elles et eux, entre eux et le, on peut dire ça comme ça. Et vraiment, tout le monde a joué le jeu.
J'ai donc recueilli beaucoup de discours, beaucoup d'échanges que les autres patients pouvaient avoir avec les dessins, les portraits de ces femmes-là. Et ce qui était le plus marrant, et qui me poursuit encore aujourd'hui, c'est que vraiment dans le dessin, à chaque fois que je dessine, il y a toujours une recherche de trouver quelque chose qui me ressemble. Parce que c'est toujours une façon pour moi de faire mes contours, pour me donner une limite, pour me contenir, encore une fois. Mais ce coup-ci, c'est vraiment dans le sens où c'est une façon je veux reconnaître quelque chose de la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'art est devenu la clé de mon rétablissement, que ce soit créer, comme dessiner, écrire, écouter de la musique, chanter, enfin, tout ça est vraiment devenu la clé de mon outil de rétablissement. Ça a été ma manière de m'en sortir. Et cette façon de m'en sortir, plus tard, s'est transformée avec les années en accompagnant ensuite les personnes maintenant qui ont un trouble psy, que moi, en fait, j'ai réussi grâce à cette équipe-là qui me suit encore aujourd'hui, à vraiment être stabilisée. Je sais maintenant que si je retourne à l'hôpital, j'y vais de moi-même parce que j'ai fait le choix d'y retourner. Parce que c'est hyper important ça, de se dire, c'est pas une sentence que d'y aller, c'est un temps pour soi. L'important, c'est de ne pas y rester trop longtemps pour ne pas être infantilisé comme l'hôpital peut faire bien souvent en nous donnant un programme bien précis. On mange à telle heure, on prend le traitement à telle heure, et ainsi de suite, où vraiment tout est contenu et tout est fait pour nous, mais sans nous. Et il y a cette femme, Patricia Digan, qui justement dit « rien pour nous sans nous ». Et c'est une phrase qui, pour moi, a beaucoup de sens. Voilà, je pense que je m'éloigne légèrement, mais surtout, il y a une chose importante que j'ai oublié de dire. Je voulais vous dire une chose, vous qui êtes de l'autre côté du micro, parce que Juliette est déjà au courant de cette histoire-là. Avec le dictateur, il m'avait fait une promesse extrêmement importante, de celles qui ne sont inoubliables. Quand je suis morte le 7 mars 2018, il a tenu sa promesse. Il m'avait fait la promesse qu'à la fin de ma vie, à mon dernier soupir, il serait là, que je ne serais pas seule, que jamais je ne serais seule. Et donc, au moment où je meurs, où l'absence de lumière, où le fait d'avoir fermé les yeux et que je disparaisse et que je meure peu à peu, je l'entends me dire « Tout va bien, je suis là ». Et ça a été le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Il m'a accompagnée jusqu'au dernier souffle. Il a tenu parole. En 2022, d'un coup, il y avait encore le dictateur. J'avais 29 ans. D'un coup, je sens que je commence à partir. Je sens que le délire prend le dessus. J'ai l'impression que je suis en train de décompenser de nouveau. Je me précipite aux urgences avec une amie. Mon compagnon, qui mettait normalement 40 minutes pour faire le trajet du travail jusqu'à la ville où on habite, jusqu'à l'hôpital, il a mis pas 40 minutes, mais 10 minutes. Je ne sais pas à quelle vitesse il est allé sur la route pour me rejoindre, mais il a été là. Je suis rentrée aux urgences. J'ai vu la psychiatre, la toute première psychiatre qui m'avait rencontrée à l'hôpital où j'ai vraiment retrouvé mon rétablissement. Donc, un hasard incroyable. Un hasard qui presque limite de destinée. Tellement c'est incroyable. Le dictateur est avec moi. Je le sens à côté de moi. Je sens sa présence comme je l'ai toujours senti jusque-là. Je le sens. Et je parle avec la psychiatre. Je lui dis que je suis en train de partir. Je suis en train de partir, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je dois être hospitalisée. Et d'un coup, elle me dit, je vous trouve une place alors pour une hospitalisation. Et dans ma tête, je me dis, non, ça va pas encore recommencer. Et là, le dictateur crie, qui suis-je ? Et il explose comme une bulle de savon. Il disparaît de ma vie. Ça a été la toute dernière chose qu'il a faite. Il a crié « Qui suis-je ?» et a disparu. Je ne l'ai plus jamais ressenti, je ne l'ai plus jamais vu, et personne ne l'a jamais vu. Personne sauf moi. C'est pour ça que c'était très important pour moi de parler de lui. Parce que pour moi, il existait. Je peux vous le dire, même s'il m'a fait énormément souffrir. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai aimé de tout mon cœur.
Parfois on aime son propre tyran, mais je penserai à lui au dernier moment. Ce que je veux ajouter quand même malgré tout, c'est que cette année 2026, et suite à la visio avec Giulietta, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé en moi. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et j'ai pu parler avec ma psy d'une chose très importante, que je pense est importante à préciser aujourd'hui. C'est que je suis schizophrène, oui. Je souffre de schizophrénie, oui. Des personnages, j'en aurai toute ma vie, certainement. Des personnages comme le dictateur, j'en doute. Personne ne pourra le remplacer. Personne. Cependant, il y a une chose importante que j'aimerais vous dire. Je sais que dans mon rétablissement, dans ma façon de me stabiliser dans ma vie et de me réinsérer dans la société où nous sommes et de sembler comme quelqu'un de normal qui vous sourit et qu'on ne dirait absolument pas qu'elle a actuellement là quelqu'un sur la droite qui est en train de lui crier dans l'oreille. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que jusqu'à présent, je leur donnais plus vie à eux que moi je ne donnais de vie à moi. Je me suis rendu compte que j'étais l'ombre d'eux, qu'en les nommant et en leur donnant autant de place dans ma vie, je disparaissais moi de ma propre vie, que je m'absentais, justement. Et ça m'arrangeait bien, en quelque sorte, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, en 2026, la bonne résolution, et ça c'est grâce à Giulietta, donc je la remercie beaucoup pour ça, j'ai donc fait le choix d'être la médiatrice santé-père et surtout d'être Céleste, qui est capable de vivre seule, qui est OK pour que à la fin de sa vie, je sois seule et j'espère que je serai seule. Même s'il y a une toute petite partie de moi qui quand même dit « et s'il revenait ?» juste pour me dire que tout ira bien. Un immense merci à Céleste de s'être livrée dans l'anomalie et d'avoir partagé son parcours aux côtés du dictateur. J'ai été profondément émue par la gentillesse de Céleste et l'importance que l'enregistrement de ce podcast a revêtue pour elle. Elle qui voulait, avant tout, dire au revoir à quelqu'un que personne d'autre n'avait connu. Les points qui m'ont particulièrement marqué au cours de cette discussion sont les suivants. Dans l'imaginaire commun, la schizophrénie fait, entre guillemets, peur. À cet égard, ce que nous a partagé Céleste au cours de cette discussion peut surprendre. Un monde de sang, de blessures, une entité appelée le dictateur, des hallucinations, etc. Il m'a pourtant semblé que le discours de Céleste était profondément ancré dans le réel. Une jeune fille isolée dont la souffrance n'a pas été entendue, un parcours de soins qui a mis du temps à se mettre en place, et, au bout du chemin, un rétablissement et la mise à disposition de son expérience au service des autres. Mon point est de dire que la société actuelle tend à ostraciser les troubles psy. Le parcours de Céleste, si on reprend les grandes lignes, fait écho avec d'autres parcours que j'ai eu l'occasion d'enregistrer. Celui de Julie, par exemple, qui met à disposition son expertise en tant que patiente experte, elle-même atteinte d'une spondylarthrite ankylosante et d'endométriose. Celui de Roxane, que vous écouterez bientôt, qui elle aussi a choisi d'officier en tant que père aidante. Ce qui m'a beaucoup touchée également, c'est la nuance avec laquelle Céleste parle du dictateur. Elle ne le décrit pas comme un ennemi à abattre. Il l'a sauvé pendant des années, il a tenu sa promesse et l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle en 2018. Et quand il a disparu en 2022, c'est un deuil qu'elle a traversé. Comme elle le dit à elle-même, parfois on aime son propre tyran. Avec ce premier épisode de la saison 3, l'anomalie, j'espère faire en sorte que les personnes concernées par la schizophrénie, patients ou bien aidants, se sentent moins seuls. Et si vous n'êtes pas directement concerné par ce trouble, j'espère que l'histoire de Céleste aura contribué à changer votre regard sur les troubles psy. Avant de vous laisser, quelques mots sur l'anomalie. L'anomalie est un podcast autoproduit sur lequel je mets toute mon énergie. Je, Julietta Bressy, réalise la préparation, l'enregistrement et la communication des épisodes. Camille Debreuil m'accompagne sur le montage et le mixage de certains des épisodes. Si vous souhaitez soutenir ma démarche, entièrement bénévole, likez, commentez, partagez. Cela prend quelques secondes et cela fait la différence sur la visibilité du podcast. Vous pouvez suivre les aventures de l'anomalie sur Instagram via le compte l'anomalie.lepodcast. Nous nous retrouvons dans 10 jours pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et philakia, qui signifie bisous bisous en grec.